Alors, donc on va commencer. J'ai voulu faire, ce 3e webinaire sur le thème de la fatigue chronique parce que, c'est un thème qui est quand même d'actualité en cette saison. Le mois de janvier, là, janvier, février, c'est le moment où on est un peu à bout on n'en peut plus de l'hiver et on aimerait bien en sortir et c'est pas encore pour tout de suite. Et alors cette année en particulier, on a une espèce d'hiver émotionnel, depuis bientôt 1 an. Et ça tire sur les réserves et je vois beaucoup, beaucoup au cabinet de personnes qui sont très fatiguées, qui sont, voilà un peu, au bord de l'épuisement et c'est aussi la fatigue, c'est le mal du siècle, hein, c'est comme le mal de dos, mais c'est vraiment quelque chose qui on va le voir, hein, qui résulte, de la façon dont on vit, hein, tout simplement en fait, il y a pas de secret. C'est ça, hein. Donc voilà, je voulais vous donner la version naturopathique, en fait, de l'accompagnement de la fatigue chronique. Il y a des choses qu'on va aborder un peu plus profondément et d'autres choses, un peu moins. On va se concentrer sur cette approche vraiment naturopathique, voire, hygiéniste, de l'accompagnement de la fatigue. Hygiéniste, ça veut dire qu'en fait, au maximum, on s'appuie sur les mécanismes naturels, en fait, du corps, hein. Il y a le moins possible d'intervention. C'est-à-dire que ce sera pas, bonjour Valérie, ce sera pas, 2 heures de litanie de tous les compléments alimentaires que vous pouvez prendre si vous êtes fatigué, hein. On va plutôt essayer de comprendre ce qui se passe et du coup, qu'est-ce qu'on peut changer pour éviter, en fait, que la fatigue ne s'installe. Voilà, donc je vais partager le PowerPoint, je vais encore causer beaucoup et puis, après la première partie, je vous laisserai la parole. Voilà, donc du coup, je vous vois plus tous, je vois juste une partie d'entre vous. Voilà. Est-ce que, par exemple, Catherine Cambu que je vois, tu peux me faire un petit pouce levé si tu vois bien l'écran? Ou bien Olivia ou Lydia, voilà, c'est les 3 que je vois. C'est bon? OK, super, merci. Merci. Bon, bah, ça, c'était le titre. Voilà, donc le programme, on va commencer par, en naturopathie, on essaie de chercher les causes et les causes de les causes et la cause de la cause de la cause. Donc en fait, on va voir comment ça se fait que la fatigue chronique peut s'installer. Chronique, ça veut dire que ça dure, hein. C'est l'inverse de aigu. Aigu, c'est ponctuel, chronique, c'est ça dure. Donc à quoi on reconnaît une fatigue chronique et puis quelles sont les causes possibles? Il y en a plusieurs. Je ferai un petit rappel sur les mécanismes du stress. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais c'est intéressant de s'y repencher avec cet angle de vue de la fatigue chronique et puis de l'épuisement. Donc on parlera aussi du système glandulaire. Et puis, on verra la notion d'énergie vitale en naturopathie puisque, bien sûr, l'inverse de la fatigue chronique, c'est d'avoir de l'énergie, hein, c'est d'avoir suffisamment d'énergie vitale et la question donc c'est comment regagner son énergie vitale et donc je lèverai le fameux mystère sur le titre, très accrocheur de ce webinaire, «Fatigue chronique, le remède miracle», parce qu'il y en a un, si, si. Si vous n'avez pas encore deviné, vous verrez, c'est simple. Voilà, c'est simple à comprendre, à mettre en œuvre, je sais pas, mais simple à comprendre, on verra. C'est du teasing. Ensuite, après ce remède miracle, il va se décliner en 3 temps. On verra, un petit zoom sur l'alimentation et puis des pistes complémentaires et puis finalement, on verra, les 2 bonnes questions à se poser quand on souffre de fatigue chronique pour essayer d'y remédier. Donc voilà pour le plan du webinaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire la fatigue chronique? Comment est-ce qu'elle peut, s'installer? Alors, on reconnaît, les symptômes de fatigue chronique déjà, c'est assez logique à l'épuisement, hein, l'épuisement physique. Donc voilà, on n'a plus d'énergie, on se sent épuisé, que ce soit, souvent le matin, hein, pour se lever, en journée, on est épuisé. Mais ça peut être aussi, un épuisement psychique, en fait. Baisse de morale, ça peut être des hauts et des bas, ça peut être une tendance à la déprime, voire à la dépression, ça peut être de l'anxiété. Voilà, ça peut être aussi un épuisement sur le point de vue du moral. On va constater souvent avec la fatigue chronique des problèmes
de mémoire, des problèmes de concentration, des difficultés à suivre et cetera. Et puis de l'agitation, hein, on est épuisé, mais on est en même temps très agité. Hem Et avec cette agitation, il peut aussi nous arriver, de faire des gestes brusques, du coup de laisser tomber des trucs, de casser, d'avoir des petits accidents. Je sais pas si ça vous parle un petit peu, mais voilà, hein, c'est un peu, aussi des perturbations au niveau, bah, voilà, au niveau du système nerveux. Alors bien sûr, les perturbations du sommeil parce que, c'est pas, voilà, ce serait trop facile si, on dormait bien quand on est fatigué, hein. Quand c'est une fatigue ponctuelle qui est due, à grands efforts physiques ou des choses comme ça, hein, une journée au grand air ou quoi que ce soit, bah là on va bien dormir, hein. Par contre, quand la fatigue chronique s'installe, il y a un dérèglement en fait, du métabolisme, de l'horloge interne, je vous expliquerai tout à l'heure, du cortisol et du coup, en fait, non seulement on a du mal à s'endormir le soir, mais on peut avoir des réveils nocturnes, l'insomnie et puis bien sûr, au moment où on commençait à bien dormir, bah, le réveil sonne. Ça c'est, voilà et c'est quand même, rigolo, hein, comment on n'a pas dormi de la nuit, mais quand le réveil sonne, on est persuadé qu'allez, encore 5 minutes. Comme si 5 minutes là, ça pouvait rattraper, toute la nuit, d'insomnie et la fatigue chronique. Bon. Donc perturbation du sommeil. Ensuite, il peut y avoir des choses aussi, peut-être moins évidentes comme des douleurs, hein, des douleurs un peu partout, une accentuation des maux de tête pour les personnes qui sont sujettes et puis, aussi une forte sensibilité aux j'ai appelé ça les petites maladies fréquentes. En fait, quand on est très fatigué, on va attraper tout ce qui traîne, hein, les bactéries, les virus, les machins, les rhumes, les angines et souvent d'ailleurs quand on est fatigué, ça peut se localiser au niveau de la gorge, hein, on peut attraper des maux de gorge assez facilement. Voilà. En fait, j'ai mis 3 petits points parce que finalement, comme on a un affaiblissement général de l'organisme, on a une baisse de résistance, donc ben, petit à petit, tout se dérègle. Donc il peut y avoir plein de symptômes en fait de fatigue chronique. Et le symptôme final en fait, hein, c'est ce qu'on appelle le burn-out et le burn-out, c'est l'épuisement, quasi total, physique et psychique. Hein, où là, quand on est en réel, burn-out, on va plus travailler, on se lève plus de son lit, hein, vous voyez? Donc ça, c'est vraiment l'épuisement total. Donc avant d'arriver là, on a quand même des signes, hein, qui doivent, nous alerter et nous faire dire: «Il y a quelque chose qui va pas, je suis en train de cumuler de la fatigue». Ça fait, plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, hein, que je suis fatiguée. Donc qu'est-ce qui a pu se passer? Voilà. Bon, si vous vous reconnaissez ou vous reconnaissez des collègues dans ce petit dessin, bon, hein, j'adore le «I love my job» sur le mug, moi, non, vous pouvez peut-être pas le voir, mais je vous le lis du coup, c'est un petit. Bon, c'était de l'humour. Donc symptômes de fatigue chronique et ça peut être aussi saisonnier, hein, ça peut être aggravé avec l'hiver. Alors, il y a plein de symptômes de fatigue chronique, hein, de conséquences, mais il y a aussi beaucoup de causes comme un peu tout, hein, c'est multifactoriel. Donc, voilà, il y en a quelques-unes qui sont listées ici. Alors ça peut être déjà, par exemple, on va commencer où? On va commencer du côté digestif, hein, on va le faire, de manière, naturopathique. Je sais pas si ça vous parle, quand j'évoque par exemple, le coup de barre de 14 heures. Hein, ça typiquement c'est la digestion. C'est la digestion qui fatigue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on a mangé, ça nous convient pas vraiment, parce que ça dépasse nos capacités digestives. Après un repas qui nous convient, on se pose un petit peu, tranquille, voilà, peut-être une dizaine de minutes et après c'est reparti. On ne doit pas sentir en fait une baisse de régime, hein, quand on a mangé, hein, pas vraiment. Donc ça veut dire que la digestion nous prend de l'énergie. Après, ça peut être, de manière plus chronique, le foie qui a fort à faire et qui du coup vous prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc ça arrive notamment quand on est très chargé en toxines que le foie doit traiter, hein. Donc c'est du coup là,
pas toujours en rapport avec les heures des repas, mais ça peut occasionner des réveils nocturnes, par exemple, hein. Si le repas du soir a été, trop riche, indigeste par rapport à vos propres capacités, vous pouvez être, réveillé la nuit par l'activité du foie, en fait, hein, l'activité digestive, y compris le foie. Alors, il peut y avoir aussi, en cause de fatigue, le déséquilibre, acido-basique. Je ferai peut-être un webinaire spécifiquement là-dessus d'ailleurs parce que ça mérite aussi qu'on s'y penche un petit peu. En gros, ça veut dire que l'ensemble du corps est en train de s'acidifier et il y a des mécanismes d'adaptation pour ça, comme pour tout, hein, et ça crée une certaine fatigue. Au niveau digestif, qu'est-ce qui va créer la fatigue aussi? C'est la perméabilité intestinale. Donc en fait, quand l'intestin est abîmé parce qu'on mange des choses qui nous conviennent pas, parce qu'on mange de manière, dans le stress, on va pas mastiquer suffisamment, bref, en fait, il y a des choses qu'on digère pas. Ces aliments non digérés vont en fait, petit à petit altérer les parois de l'intestin et puis, déséquilibrer aussi le microbiote, la flore intestinale. Bon, je résume, hein, parce que pareil, pour chaque cause, on peut faire un webinaire entier, hein. Et donc l'intestin, s'enflamme d'abord et ensuite il va devenir poreux, c'est-à-dire qu'il va laisser passer dans le sang des substances qui ont rien à y faire en fait, hein, et qui sont des toxines. Donc ça donne du travail au foie, comme je vous disais tout à l'heure, mais c'est aussi une intoxication générale qui va générer cette fatigue chronique et on va aussi solliciter le système immunitaire, puisqu'il y a dans le sang des substances qui ne devraient pas s'y trouver. Donc ça crée un déséquilibre général et le corps a besoin d'énergie pour gérer tout ça. Donc cette sensation de fatigue qu'on a, c'est quand l'énergie, est répartie en fait ailleurs que dans les muscles et le cerveau, finalement. C'est à ça que nous on ressent un épuisement, parce que d'autres organes sont tellement sollicités qu'ils ont besoin de notre énergie et qui vont pomper cette énergie, alors que nous, dans la journée, on aurait plutôt envie de l'utiliser au niveau du cerveau et des muscles pour notre activité, habituelle. Donc là, si tout le système, digestif est en souffrance, il va attirer l'énergie pour se réparer, pour se nettoyer, pour digérer tout simplement même, hein. Et du coup, nous, on a l'impression d'en avoir moins, alors qu'en fait, bon, le niveau d'énergie peut être, le même. On verra tout à l'heure qu'il peut aussi baisser, mais à niveau d'énergie constant, si une fonction de l'organisme prend, plus d'énergie, nous, on ressent comme une fatigue. Mmh. Voilà. Alors, bon, j'ai mis toxine 2 fois, c'est pas exprès, une erreur de copier-coller. Qu'est-ce qui peut faire ressentir une, sensation de fatigue? C'est aussi, un déséquilibre au niveau de la glande thyroïde. La glande thyroïde, c'est un peu le chef d'orchestre de l'organisme. C'est elle qui joue sur le rythme du métabolisme. Donc, si quand on est en hypothyroïdie, on peut se sentir très fatigué. À l'inverse, quand on est en hyperthyroïdie, on peut se sentir un peu excité, très actif. Bon après il y a plein de nuances aussi par rapport à la thyroïde, mais ça peut être une des causes de fatigue. Les infections, ça fatigue, hein, puisque le corps est occupé à lutter contre quelque chose. L'inflammation, c'est pareil. Alors, inflammation silencieuse, ça veut dire que, on ressent pas forcément la douleur de l'inflammation. Par exemple, quand on a le tube digestif enflammé, c'est pas obligatoirement, on va pas obligatoirement le ressentir. Ça bien sûr, c'est très fatigant aussi. Alors qu'est-ce que j'ai pas dit là-haut? Les maladies auto-immunes, donc qui sont souvent, liées d'ailleurs à la perméabilité intestinale, puisque le système immunitaire en fait à force de réagir, par rapport à des toxines qui passent dans le sang via un intestin poreux, se dérègle et finit par attaquer nos propres, cellules. Hein, c'est une des origines possibles, des maladies auto-immunes, donc ça c'est aussi très fatigant. Alors ensuite, sédentaire ou suractivité. Alors qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on ait une activité physique qui soit adaptée, ni trop peu, hein. Être sédentaire en fait, ça nous empêche d'entretenir certaines de nos fonctions vitales qui permettent de gagner de l'énergie. Parce que le mouvement, heu
En fait, le mouvement est une des techniques de recharge, en énergie. Donc quand on est sédentaire, déjà on va pas recharger, en énergie. Et puis la suractivité, par exemple, au niveau du sport, certains sportifs, de haut niveau ou des gens qui s'entraînent, 6, 7, 8 heures par semaine. Là, bah, assez souvent, on est au-dessus en fait de la capacité finalement. Donc on va s'épuiser avec une activité physique qui est au-delà de nos capacités. Donc l'activité physique, elle est essentielle, mais elle doit être adaptée à chaque personne et à chaque moment aussi, hein. Alors qu'est-ce qu'on va dire aussi? Le sommeil. On va aborder le sommeil dans ce webinaire, mais c'est pareil, on pourrait y faire 2 heures aussi sur le sommeil, donc on va l'aborder. Pourquoi est-ce que, un manque de sommeil peut, causer une fatigue chronique? En fait, quand vous dormez pas pendant une nuit parce que, je sais pas, il y a eu un événement et qu'après vous avez 2, 3, 4 nuits pour rattraper, bah, ça va en fait, hein. L'organisme va récupérer son énergie de manière assez facile. Par contre, si vous avez un sommeil perturbé et que, toutes les nuits, il vous manque un peu de sommeil. Vous voyez, par exemple, vous vous couchez trop tard, vous n'arrivez pas à vous endormir, puis vous vous levez tôt, et cetera. Donc par exemple, si pour vous, il vous faut, allez, on va dire 7 heures de sommeil pour être bien et que finalement vous n'en avez que 6. Vous pouvez vous dire: «Oui, bah, c'est qu'1 heure, en fait, c'est pas grave, ça va, je vais pas me fatiguer comme ça». Par contre, heu, toutes les nuits, ça veut dire que vous avez 1 heure de sommeil qui vous manque. Donc au bout d'une semaine, ça vous fait 7 heures qui vous manquent. Ça veut dire qu'en fait, finalement, en une semaine, il vous manque, presque une nuit de sommeil, hein, et on cumule comme ça et ça s'appelle une dette, une dette de sommeil. Donc un sommeil perturbé et un manque de sommeil par rapport au temps de sommeil qui serait bon pour nous, en fait, ça va créer aussi cette fatigue chronique. Alors des carences en magnésium, des carences en vitamine D, des carences, en plein de choses, hein, qui sont dues en général, à une mauvaise nutrition et à la perméabilité intestinale donc dont on a parlé tout à l'heure. Et puis bon, peut-être à d'autres choses, ça dépend des gens. Hem Et puis, ce que je vais détailler maintenant, c'est, en fait, l'épuisement surrénalien et l'épuisement nerveux. Quand la fatigue chronique est installée, ça veut dire qu'on a trop tiré sur les capacités du système nerveux. Ça veut dire qu'on a trop tiré sur les capacités de nos glandes surrénales. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc, en général, quand on arrive, à cet état de fatigue chronique, on a quasiment toujours cet épuisement surrénalien. Voilà pour un tour d'horizon des causes de la fatigue chronique. Donc on va voir finalement ce sur quoi on peut agir. À partir du moment où on identifie une cause, on peut agir sur des choses. Et pour chacun, ça va être différent, avec des degrés différents. Donc c'est important bah, si on veut agir sur sa fatigue, de faire le point un petit peu, bah, là où on en est d'un petit peu toutes ces causes possibles. Et voilà, donc c'est pas toujours facile de faire le point comme ça tout seul, c'est à ça que sert, le naturopathe, en général. Et vous avez les réponses, mais lui, il a les questions. Voilà. Alors voilà pour les multiples causes possibles. Donc on va faire un petit rappel sur le système nerveux. Là, on va se concentrer sur la voie, la voie d'épuisement, hein, le système nerveux et le système endocrinien, donc les glandes et notamment les glandes surrénales. Donc ici, vous avez, un petit personnage, dont on voit le système nerveux. Donc on a le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, c'est la commande, en gros, hein, donc le cerveau, la moelle épinière. Et le système nerveux périphérique, ce sont les nerfs qui vont, transmettre, du cerveau vers les organes la commande, ce que le cerveau demande de faire, et à l'inverse, des organes vers le cerveau, un ressenti, hein. Donc, qu'est-ce un signal perçu par un organe qui va, remonter au cerveau.
Donc ça, c'est la base du système nerveux. Alors, au niveau du système nerveux, il y a 2, on peut séparer ça en 2 en fait. Le système nerveux qui va, contrôler volontairement les, les mouvements et l'activité. Par exemple, si mon cerveau décide que je dois lever la main, il envoie une commande et je lève la main. Après, il va décider que je baisse la main, je baisse la main, hein. Voilà, c'est le système nerveux qui est lié essentiellement au mouvement. Et puis, on a, le système nerveux autonome. Ça, c'est, le système nerveux qui est quelque part, un peu inconscient. On n'en a pas conscience, ça marche tout seul. C'est celui donc qui va piloter le fonctionnement de tout l'organisme sans qu'on ait besoin d'y penser. Heureusement parce que sinon, si on devait tout contrôler, ça serait compliqué. Et donc ce système nerveux autonome, donc il va s'occuper des battements du cœur, il va s'occuper de la digestion, il va s'occuper de la respiration, il va s'occuper de plein de choses. Et donc ce système nerveux autonome, qui s'appelle aussi végétatif, il a 2 branches. La branche sympathique et la branche parasympathique. La branche sympathique, c'est en quelque sorte l'accélérateur. On appelle aussi orthosympathique. Et la branche parasympathique, c'est en quelque sorte le frein. D'accord? Donc, le système nerveux parasympathique va, en général, tout ça, c'est un système aussi de répartition d'énergie, on peut le voir comme ça, répartition d'énergie. Donc, le système, nerveux sympathique va commander la répartition de l'énergie essentiellement dans ce qui sert à, au niveau du cerveau, au niveau des muscles, dans ce qui sert à l'action. Vous voyez? Hein, dans l'action, notamment l'action consciente. Le système parasympathique va envoyer l'énergie vers, les fonctions plutôt de digestion, de nettoyage, d'élimination, hein, et tout ce qui est réparation finalement, réparation du corps, renouvellement des cellules, réparation du corps. Voilà. Donc en fait, c'est de manière, inconsciente, on a cette balance qui se fait, hein, de notre équilibre, énergétique entre les fonctions d'action et les fonctions plutôt de digestion, élimination et réparation. Voilà, ça c'est la base du système nerveux. Donc, on se doute bien que alors attendez, ah oui, là j'avais ça. Bah, c'est ce que je viens de vous dire en fait, hein, au niveau du système nerveux parasympathique, donc c'est celui qui est plutôt le frein, on rétrécit la pupille. Bon ça après c'est, une histoire je vous l'expliquerai pour l'orthosympathique. Donc stimule la salivation pour la digestion, ralentit le cœur, rétrécit les bronches, stimule la digestion et les organes digestifs et stimule les contractions de la vessie. Le système orthosympathique lui fait l'inverse, il va dilater la pupille. Alors pourquoi? Parce que le système orthosympathique, il va commander en fait les réactions, de comment dire? Par exemple en cas de stress, hein, en cas de stress, s'il y a un danger, il va falloir que vous ayez tous vos moyens pour vous battre ou pour courir le plus vite possible. Hein, c'est, le combat ou la fuite en fait, on verra ça aussi tout à l'heure. Et donc le système orthosympathique vous permet d'avoir tous vos moyens en fait pour vous battre ou pour vous enfuir. Courir le plus vite possible. On dilate la pupille pour mieux voir, on bloque la salivation, on bloque la digestion, on bloque la vessie parce que la digestion, tout ça, ça prend trop d'énergie, et on a besoin de l'énergie pour les muscles, pour le cerveau. On a besoin d'oxygène dans les muscles, donc on accélère les battements du cœur et on dilate les bronches. Vous voyez? Et on a besoin d'énergie pour courir, donc on va demander au foie de produire de transformer en fait, ces réserves en glucose pour avoir de l'énergie et on va, sécréter de l'adrénaline. Hein, l'adrénaline, ça va nous c'est le booster en fait. C'est en réaction par rapport à un stress, c'est ce qui nous permet de mobiliser tous nos moyens, hein, pour répondre à ce stress. Et le parasympathique, en fait, c'est l'inverse, il va tout calmer, mais il va remettre en route la digestion. Après un gros stress, des fois, on a envie d'aller faire pipi. Voilà, hein, vous voyez, par exemple.
Par contre, quand on doit courir, parce qu'on a, je sais pas, un tigre qui court derrière nous, c'est pas le moment de s'arrêter faire pipi, donc effectivement, les contractions de la vessie sont bloquées. Donc ça, c'est, le rôle, en fait, du système nerveux sympathique et parasympathique. Et donc dans la journée et dans la vie en général, il faut qu'il y ait un équilibre entre les 2. Si, pour pouvoir, bien sûr, avoir des moments où on répond, aux stimulations extérieures, hein, et puis pour faire notre activité, voilà, le travail, le sport, et cetera. Donc là, on a besoin du système nerveux sympathique. Par contre, il faut un bon équilibre avec le système nerveux parasympathique pour pouvoir récupérer, hein, récupérer, éliminer les toxines et régénérer toutes les cellules. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre les 2. Alors, d'où pourrait venir la fatigue chronique, une fois qu'on sait ça? Je vais répondre puisque vous avez les micros coupés, c'était un je me doute bien que vous allez pas répondre tout de suite. Beh, en fait, on peut, générer de la fatigue chronique quand on est, trop souvent du côté du système nerveux sympathique. C'est-à-dire qu'on va être, souvent dans la position de dépense d'énergie pour les muscles et pour l'action, pour une réaction à quelque chose qui nous perturbe, et on ne prend pas suffisamment de temps après cet effort, après avoir mobilisé toutes nos ressources pour faire cet effort, quand on ne prend pas suffisamment de temps pour récupérer, ben, en fait, on baisse petit à petit nos réserves d'énergie. Puisqu'on va finalement les dépenser, plus vite qu'on ne va les reconstituer. Si on passe plus de temps sur le mode sympathique, c'est-à-dire le mode combat, fuite, dépense d'énergie, et pas assez de temps dans le mode de récupération, régénération et recharge, d'énergie, bah, petit à petit, le niveau baisse. C'est aussi bête que ça. Et donc quand on regarde un petit peu, de quelle façon on vit en fait dans nos sociétés actuelles, il y a quand même clairement très souvent un déséquilibre entre le système sympathique et le système parasympathique. Parce que, le système sympathique se met en route quand on a l'impression de devoir combattre ou fuir, c'est-à-dire quand on doit s'adapter à quelque chose qui nous convient pas, quand on réagit à quelque chose qui nous convient pas, et que ce soit, dans le travail, que ce soit, bon maintenant dans les médias, que ce soit bah, on est extrêmement exposé à des choses qui finalement nous font stresser, et c'est ça le stress, finalement. Le stress peut être bon quand il est limité dans le temps et quand il nous permet d'échapper à un danger. Par contre, quand ça s'éternise, quand ça se répète, c'est là où ça pose problème. Donc là, maintenant, je vais vous montrer, le lien entre le système nerveux, le système glandulaire, justement par ce biais de la réaction au stress, et on va voir les 3 phases, en fait, les 3 phases du stress. La première, c'est la phase d'alarme, hein, où, finalement on va mobiliser nos ressources parce qu'on a repéré un danger. Ça on est parfaitement équipé pour faire face en fait à ça, heureusement, sinon il y aurait plus d'humains, sur terre depuis longtemps. Donc dès qu'on a un danger, on réagit. Donc le système nerveux va réagir par le biais du système sympathique, et le système endocrinien va réagir avec production de certaines hormones qu'on va voir, juste après. Après cette phase d'alarme, normalement, ce qu'il faut faire, en fait, c'est récupérer. Puisqu'on a fait un effort, on récupère. Hein, on imagine, hein, tout ce système-là, hein, de gestion de notre énergie et de réaction face à des agents stressants, on l'a depuis l'origine, de l'humanité, hein. On imagine bien, les 1ers humains, je sais pas moi, en face à face avec, un animal dangereux, en vivant dans la nature, bon bah, ils vont fuir, mais à un moment, ils vont s'arrêter et ils vont se reposer. Pour se reposer, pour récupérer de l'effort fourni d'avoir couru pour échapper à cet animal dangereux. Donc on est complètement équipé pour faire ça. Donc on peut avoir un stress,
on a les moyens d'y répondre et après on récupère. Ça, c'est normal. Là où ça devient un peu plus problématique, c'est quand le stress, enfin l'agent qui nous stresse, la chose qui nous stresse, l'agent stresseur, persiste en fait. Hein, il est toujours là. Et donc on doit entrer en phase de résistance. C'est-à-dire que je dois mobiliser mon énergie, mais de manière plus dans le temps, en fait, hein, de manière plus longue. Donc là, on va voir qu'il y a d'autres mécanismes qui se mettent en route dans le corps pour tenir. Voilà. Là, c'est je dois tenir. Et puis finalement, si cet agent stresseur est toujours là, et puis souvent en fait, s'il y a plusieurs agents stresseurs, parce que c'est souvent ça hein, dans nos vies actuelles, on va finir par ne plus avoir suffisamment de ressources pour résister au stress, et on arrive à un épuisement qui est d'abord physique, et ensuite physique et psychique. Ça s'appelle tout à la fin, c'est le burn-out. Alors comment est-ce qu'on s'adapte à ça? Pour la phase d'alarme, en fait, c'est l'adrénaline qui va être sécrétée. Donc l'adrénaline, c'est le mécanisme de réponse face au stress qui permet de répondre au stress. Donc l'accélération des battements du cœur, une meilleure respiration, etc. Hein, donc c'est ce qui nous permet en fait de mettre en œuvre très rapidement toutes nos ressources. Hein, voilà, je mobilise toutes mes ressources. Ça, c'est l'adrénaline. On a vous savez l'expression un pic d'adrénaline, hein, on entend souvent ça. Parce qu'en fait, ça peut pas durer, parce que c'est vraiment, je mobilise toutes mes ressources. Vous voyez, donc on voit que il y a un pic d'adrénaline et après quand même ça, la courbe bleue, elle va descendre. On peut pas fonctionner sur l'adrénaline longtemps. C'est pas possible. Ça ne peut être que ponctuel. Donc après, pour entrer en phase de résistance, il y a d'autres mécanismes qui vont se mettre en route. La dopamine. Alors la dopamine, c'est l'hormone qui est impliquée dans le circuit de récompense du cerveau, donc celle qui va déclencher la sensation de plaisir, de récompense, et puis comment dire, elle va aussi effacer la sensation de fatigue et améliorer la vigilance. Mais c'est pareil, on ne peut pas en produire énormément, la dopamine. Hein, donc vous voyez, c'est au bout d'un moment, hop, la courbe descend, on n'en produit plus suffisamment. Alors la sérotonine, en vert, la sérotonine, c'est l'hormone qui va réguler l'humeur, hein, le neurotransmetteur qui va réguler l'humeur. C'est l'antidépresseur naturel, en fait. Donc tant qu'on en a, on résiste et ça va plutôt bien. Mais si cette phase de résistance dure trop longtemps, si les agents stresseurs sont toujours là et on continue à être stressé par ça, parce que c'est toujours dans les deux sens, au bout d'un moment, la sérotonine a plongé aussi, on n'a plus suffisamment de moyens d'en produire. Donc c'est là où on va commencer à avoir les altérations de l'humeur, les petites déprimes, l'anxiété, tout ça, ce qui peut s'installer. Et puis donc en marron, ça c'est très important, c'est le cortisol. Le cortisol va en fait servir à réguler le métabolisme énergétique, donc à nous fournir l'énergie nécessaire à tous ces efforts. Hein. Donc quand je dis l'énergie, c'est la gestion en gros du sucre, hein, du glucose dans le corps, parce que pour avoir de l'énergie, il faut brûler un sucre en fait. Donc les sucres, on les a quand on les mange. Je vais faire un point tout à l'heure là-dessus. Et souvent quand on en mange beaucoup plus que ce dont on a besoin au moment où on mange, derrière on va les stocker. Et donc le cortisol va déclencher le déstockage. Alors on ne les stocke pas en sucre, mais d'abord on les transforme en graisse et c'est stocké en graisse. Hein, voilà. Donc ce n'est pas les graisses qu'on mange qui font grossir, ce sont les sucres qu'on mange qui font grossir. Donc ce sucre est stocké sous forme de graisse et le cortisol, en fait, demande la libération des graisses et demande au foie de transformer les graisses en glucose pour pouvoir donner de l'énergie aux muscles et au cerveau. Ça, c'est le rôle du cortisol.
Alors, on voit que la courbe, vous voyez, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte parce que, bah, finalement, on a besoin de plus en plus de quelque part de déstocker l'énergie qu'on avait en stock parce que, notre équilibre quotidien ne suffit plus. Vous voyez ce que je veux dire? Comme on dépense beaucoup d'énergie, on a besoin d'aller chercher dans les réserves. Et puis tout à la fin, vous voyez, à la fin de la phase de ici, je montre avec mon doigt, vous voyez pas, voilà, avec la souris, ça allait mieux. Et ben le cortisol s'effondre parce qu'on est arrivé au bout. Et c'est ici, en fait, qu'on parle d'épuisement surrénalien. Les glandes surrénales, c'est elles qui produisent le cortisol, sont plus capables de le produire parce qu'il y a plus de matières premières et les glandes sont fatiguées. Alors le cortisol, on le fabrique à partir du cholestérol, hein, donc c'est important le cholestérol. Et à la fin, vous voyez, il n'y a plus assez de cortisol. Et là, c'est l'effondrement. Là, c'est vraiment l'épuisement. Bah voilà, quoi, on n'a plus rien en réserve. On ne peut plus mobiliser nos réserves pour produire de l'énergie. Voilà, donc ça, c'est vraiment les mécanismes, vous voyez, mécanismes de comment on génère la fatigue, comment on génère l'épuisement. Bah, c'est en fait souvent, c'est lié au stress. C'est ce mécanisme du stress là. Et la fatigue chronique aujourd'hui, chez nous, enfin en général, elle est due, souvent, vous savez, à une espèce d'empilement de stress que finalement on n'arrive plus à gérer. On peut avoir un stress, parce qu'on a une charge de travail, trop importante à un moment donné et puis là-dessus va s'ajouter un stress parce que, il va y avoir, je sais pas, un harcèlement moral, au travail. Il va s'ajouter un stress parce que, on va devoir, déménager, je sais pas. Il va s'ajouter un stress parce qu'on va avoir un enfant malade, un peu une maladie chronique ou alors un parent vieillissant doit s'en occuper et puis ça se passe pas très bien. Vous voyez, en fait, on cumule plein de stress là et puis, on peut aussi, cumuler le stress, comment on peut dire? Covido-médiatique en ce moment, hein. Ça rajoute aussi une couche, de stress par rapport à tout ça. Et petit à petit, en fait, en fonction de nos capacités, en fonction de nos réserves, on va épuiser tout ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment le déclenchement, hein, petit à petit de la fatigue chronique. Aujourd'hui, il y a rarement une fatigue sans stress, hein, parce que même ce qu'on a dit au niveau des causes tout à l'heure, tout est lié, hein, que ce soit digestif, il y a jamais une cause même pour une personne, hein. Souvent c'est lié et c'est ce phénomène en fait d'épuisement, finalement, d'épuisement surrénalien et voilà. Alors le cortisol, il n'est pas sécrété seulement, en cas de stress, hein. C'est, quelque chose qui est tout à fait normal, et qui est sécrété plutôt en début de journée, entre 7 heures et 10 heures, vous voyez, par exemple, pour justement qu'on ait de l'énergie pour la journée. Par contre, fin d'après-midi et pendant la nuit, voilà, il y en a très, très peu dans l'organisme. Ça, c'est le cycle normal. Alors, voilà. Alors, on va bientôt passer aux questions. Voilà, juste un petit mot sur les glandes surrénales. Alors, vous voyez ça, je vous ai mis un petit schéma pour voir de dos où sont les reins. Souvent, on met les mains dans le bas du dos, on dit: «Oh, j'ai mal aux reins». Les reins sont pas dans le bas du dos, sont dans le milieu du dos, mmh, et les glandes surrénales sont juste au-dessus, ici. Voilà, hein. Alors, ça se présente comme ça et donc il y en a 2, les corticosurrénales, les médulosurrénales. Donc les médulosurrénales qui vont produire l'adrénaline, hein, et la noradrénaline et les corticosurrénales qui vont produire le cortisol et d'autres hormones comme, notamment les hormones de la reproduction, par exemple. Donc souvent quand on a une fatigue chronique, un stress chronique, on a des perturbations au niveau, pour les femmes au niveau du cycle et pour les hommes et les femmes, on a des soucis si on veut concevoir un enfant. C'est possible d'avoir des difficultés parce que, la source de production des hormones de reproduction, elle est la même en fait, hein. C'est ici au niveau des glandes surrénales. Alors là, très rapidement, en fait, c'est un petit schéma sur le mécanisme, de production des hormones par les glandes surrénales. Donc ça vient d'un stress. Il y a des glandes dans le cerveau, hein, notamment l'hypothalamus, l'hypophyse, qui vont activer, qui vont demander en fait, aux surrénales de produire les hormones qu'on a vues tout à l'heure, l'adrénaline, noradrénaline aussi et puis le cortisol.
Alors bien sûr, quand on a trop de cortisol qui est produit, au bout d'un moment, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur plein de choses, sur le système immunitaire, sur la mémoire, sur vraiment, sur beaucoup de choses en fait. Hein. C'est pour ça qu'il y a toujours une boucle de retour quand on parle, d'hormones. Le cerveau est toujours en train d'analyser ce qui se passe et d'en avoir les conséquences aussi. Voilà. Alors, donc ça, c'était pour, cette histoire d'épuisement surrénalien. C'est vraiment cette notion-là, qu'il y a à retenir si vous voulez, que la fatigue chronique, elle est toujours issue, d'une longue période où on a essayé de gérer notre énergie, mais en fait où on a dépensé de l'énergie plus vite qu'on a récupéré, plus vite qu'on a rempli, qu'on a rechargé la batterie et les glandes surrénales donc qui sont, notamment qui produisent le cortisol qui gère finalement, hein, tout ce qui est énergie, fabrication de l'énergie dans le corps, au bout d'un moment, elle s'épuise. Voilà. Ça, c'est le mécanisme en fait, principal de la fatigue chronique. Alors, donc, comment est-ce qu'on fait finalement pour gérer son énergie vitale? Alors oui, donc ça je vous ai écrit, vous pouvez, comprendre ça comme ça. Les glandes surrénales finalement, c'est un peu les batteries de l'organisme. Hein, ça appelle ça les batteries. Et la fatigue chronique, c'est un épuisement surrénalien. Hem, L'énergie vitale, c'est, quelque chose qui va pas être forcément mesurable en soi, on en mesure les effets. Il y a l'énergie nerveuse, il y a l'énergie glandulaire. Ce qu'on appelle l'énergie vitale, en naturopathie, c'est vraiment cette énergie qu'on appelle l'énergie glandulaire, en fait, hein. Voilà, tout ce qui est produit, au niveau, notamment au niveau surrénalien et quand on est à plat, ben, en fait, et les autres fonctions de l'organisme ne peuvent pas se faire. Je vais prendre un autre, je vais continuer sur l'image de la batterie en prenant l'exemple du téléphone portable, du smartphone. Le smartphone, c'est super parce qu'en fait, il y a plein d'applications, on peut faire plein de trucs, on peut faire GPS, on peut faire la musique, on peut aller sur internet, on peut enfin je bon bref, vous savez mieux que moi sans doute puisque, j'utilise moyennement ce truc-là. Heu et donc en fait, quand vous utilisez votre téléphone, beaucoup, bah, au bout d'un moment, vous voyez bien que la batterie va diminuer. Plus on utilise, d'applications, plus ça va consommer au niveau de la batterie. Si vous voyez que votre téléphone, il a plus que 2-3 de batterie, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous allez dire: «Ah bah, c'est bon, je vais aller courir, je mets mon téléphone en brassard là avec mon appli qui va mesurer mes pas et tout», ou alors c'est: «Ah bah, c'est bon, je vais le mettre en GPS», ou alors: «Ah bah, je vais aller sur internet», ou alors: «Ah bah, tiens, au fait, c'est toujours un téléphone, je vais téléphoner». Bah non, on sait bien que ça va pas tenir. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, quand il s'agit de notre organisme, on dit: «Ah là là, je suis fatigué. OK, je suis fatigué. Bon alors faut que je fasse les courses, faut que je fasse ci, faut que je fasse là, faut que je m'occupe de ci, faut que je m'occupe de là, faut machin, faut truc» et en fait, eh ben, on continue à servir de toutes les applications alors qu'on sait qu'on n'a plus que quelques pourcents de batterie et c'est là où la fatigue chronique, elle s'installe. Parce que la fatigue chronique, elle s'installe pas si on branche le téléphone, si on recharge et des choses qui nous paraissent évidentes pour nos objets électroniques, pour nous, on le fait pas. On attend que la batterie soit vraiment complètement vide et que le téléphone soit complètement éteint, qu'on puisse plus s'en servir. Ça s'appelle le burn-out. Bon, je caricature un peu, hein, mais si vous êtes là, c'est que non, vous n'avez pas attendu, hein. Pour les autres attendent, on va dire, hein, voilà. Je trouve que cette image, elle est intéressante parce que, ça permet de dire: «Bah oui, c'est vrai, tiens, mon téléphone, mon ordi», ça paraît complètement logique de dire: «Bah, j'ai bientôt plus de batterie, il faut que je branche». Hein, ou c'est pareil avec la voiture. Si on voit que, on n'a plus trop de carburant, qu'on arrive sur la réserve, c'est pas le moment de rouler à 150 à l'heure pour, jusqu'à la prochaine station. Bah non, on va réguler, hein, pour justement arriver à la station essence. Et par contre pour nous, en fait, on va tellement s'imposer de choses, pour se conformer
à ce que la société attend de nous, à ce que le patron attend de nous, à ce que la famille attend de nous, à ce que moi-même j'ai comme idée de faire, parce que parfois on se met à nous-mêmes des grandes exigences sans s'écouter, vous voyez, et en fait on en fait trop par rapport à nos réserves d'énergie du moment. Et si on fait ça longtemps, si ça devient notre mode de vie qui est comme ça, et qu'on ne se branche pas suffisamment sur la prise pour recharger, la fatigue chronique va s'installer. Bon, c'est bête, hein, mais c'est comme ça. Le problème, c'est que quand on est dans un environnement qui nous est complètement adapté, la gestion de l'énergie, elle est très facile. Quand on est dans un environnement pour lequel on n'est pas adapté, on va dépenser beaucoup d'énergie pour s'adapter à cet environnement. Clairement, l'environnement urbain, et l'humain est assez peu adapté en fait à l'environnement urbain. Il y a des études qui montrent en fait qu'on va sécréter beaucoup plus de cortisol quand on habite en ville que quand on habite plus près de la nature, par exemple. Voilà. En fait, il y a toujours un espèce d'effort d'adaptation qu'on est en train de faire par rapport à nos conditions de vie, et c'est ça qui petit à petit aussi vide la batterie. C'est pas forcément des choses conscientes qu'on fait, vous voyez. C'est aussi rien que le fait de vivre dans un environnement qui nous convient pas vraiment, bah, hop, ça dépense de l'énergie, ça fait baisser le niveau d'énergie. Donc, l'idéal, ce serait que notre environnement réponde vraiment à nos besoins vitaux. Voilà. C'est facile à dire. Je vous avais dit, c'est simple à comprendre, pas forcément à mettre en place, hein. Voilà. Alors, donc on va discuter un petit peu après tout ça. Je vais enlever la diapo pour que je puisse vous voir. Donc si vous voulez causer, vous pouvez mettre petite réaction, vous voyez, là, une petite main ou n'importe quoi. Et puis ensuite, quand je vous donne la parole, vous pouvez cliquer ici et puis vous activez le micro. Moi, j'ai une question. Oui, Christine. Christine, t'as pas levé la main, mais vas-y, je t'écoute quand même. Excuse-moi, j'ai mal appuyé, alors j'ai appuyé plusieurs fois. C'est pas grave, vas-y. Est-ce qu'on peut faire une différence entre fibromyalgie et syndrome de fatigue chronique? Ah, c'est très lié. En fait, l'un génère l'autre, en fait, tu vois. Parce que le fait d'être fatigué, ça peut très bien te déséquilibrer au niveau du système nerveux, au niveau du système immunitaire, etc. et et favoriser l'apparition des maladies. Et d'un autre côté, le fait d'avoir la fibromyalgie, c'est très fatigant parce qu'il faut y réagir. Ça répond ou pas? Oui, mais la fibromyalgie n'a pas d'indicateur. C'est-à-dire, tu vas chez ton médecin, il te fait aucune prise de sang, aucun indicateur peut te dire, comme pour d'autres pathologies, que tu as une fibromyalgie. C'est par élimination, comme on ne sait pas ce que c'est, on dit, bon, bah, c'est une Oui. fibromyalgie, mais pourquoi ne dit-on pas, bah, on peut dire également, c'est le syndrome de la fatigue chronique, et ce n'est pas une fibromyalgie. Pour moi, je ne vois pas de différence. Dans les manifestations, elles sont semblables, hein. Elles vont être semblables. Après, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment personne par personne. Quels sont par exemple, l'état du système immunitaire, par exemple, l'état de l'intestin. Mais oui, on va avoir pas mal de maladies pour lesquelles les symptômes sont proches. Après, alors nous en naturopathie, tu vois, on va pas forcément donner une étiquette et un nom de maladie à chaque état qu'on va rencontrer. On va travailler le terrain et petit à petit améliorer un petit peu tout. Voilà. D'accord. Donc Ok. c'est une question d'étiquette. Alors j'ai vu Christine qui disait, est-ce que ça peut être causé par les métaux lourds? Oui, ça fait partie des toxines qui peuvent générer la fatigue chronique. Est-ce que... Alors... Quelqu'un veut poser une question? Ou partager une expérience, hein, ou dire le contraire de ce que j'ai dit, c'est possible aussi.
compléter. Bah, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Bonjour, c'est Francis. Oui, bonjour Francis. Oui, moi j'ai une question. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé que le cortisol, pour bien se développer, il avait besoin de cholestérol. Oui. Donc ma question, c'est que donc moi j'ai un cholestérol qui est très bas. Évidemment, je mange beaucoup de légumes. Donc, est-ce qu'il y a un taux minimum de cholestérol? Bah, J'ai posé la question à mon oui. médecin, il me dit non, mais bon, il ne m'a pas convaincu. Le taux minimum, je ne vais pas connaître un taux minimum par cœur comme ça. Par contre, oui, c'est clair que en fonction des individus, ça va varier. Hein, ouais. C'est fort possible que ce soit. Enfin, c'est possible que ce soit lié à ça. Après, il y a plein d'autres facteurs aussi, hein, mais ouais, c'est possible. En fait, quand dans une. Bon, je prends mon cas personnel, moi j'ai toujours eu un taux autour de 2. Et puis, depuis quelques temps, c'est plutôt un 6. Donc moi, je prenais ça comme une bonne chose. En fait, ça n'est pas forcément. Non, pas forcément. Il faut que le taux corresponde en fait à votre métabolisme. Comment l'améliorer, le taux? Comment l'améliorer? Mon épouse dit comment améliorer le taux de cholestérol. Il faut améliorer en mangeant du fromage à tous les repas. En mangeant des œufs. En mangeant du fromage à tous les repas. Non, pas le fromage. Par contre, tout ce qui va être certaines graisses, oui, c'est tout à fait possible. Je vous montrerai tout à l'heure. Il y a une partie alimentation. Et puis aussi prendre soin du foie, hein, parce que c'est le foie qui va gérer aussi le cholestérol. Hein, avoir un foie en bon état qui n'est pas surchargé par par des toxines. Okay. Une autre question, si je peux poser une deuxième question? Oui, bien sûr. Sur l'épuisement surrénalien. Donc, moi, j'ai déjà pris des compléments qui correspondaient normalement à traiter cet épuisement surrénalien. Mais moi, j'ai constaté qu'à chaque fois, ça me rendait nerveux, quoi. Ça avait un effet un peu dopant qui je ne veux pas dire que ça générait un stress, mais ça générait une tension nerveuse importante. Oui, je me souviens. Donc, c'est difficile comme. Oui. Il faudrait prendre quelque chose. Et puis dès qu'on le prend, enfin moi personnellement, dès que je le prends, ça a un effet qui est perturbateur. Ouais. Bah, donc en fait, il faut essayer d'autres choses. En fait, c'est vrai que on verra tout à l'heure hein, ce qui permet de normalement en complément, hein, parler des compléments là, les compléments qui permettent normalement de reconstituer, de favoriser des périodes de récupération. Chez vous, faut les doser, faut les doser de manière précise et il faudrait qu'on trouve en fait celle qui vous convient vraiment. Hein, parce que dans ce qu'on avait, c'est vrai, ce qu'on avait testé, la réaction n'était pas forcément celle qui est la réaction habituelle. Mais c'est pareil pour chaque personne en fait. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette toute faite. La naturopathie, c'est pas voilà, pour tout le monde, X gouttes de ça et 3 gélules d'autre chose. Il faut vraiment aller travailler l'ensemble et personne par personne. Ok. On voit souvent moi je découvre souvent sur Internet, sur YouTube, des méditations qui consistent justement à travailler sur toutes ces glandes qu'on a citées tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on fait un circuit sur les glandes du cerveau, on descend sur la colonne, on va sur les surrénales, etc. Ouais. Est-ce que ça, sur la pratique d'une manière assidue, ça peut améliorer? Parce que, en fait, la pratique, si on fait ça une fois de temps en temps, je suppose que c'est pas pertinent, c'est pas intéressant. Quoi. Il faut, pour un résultat, il faut être dans la continuité. On va avancer dans le webinaire parce que là, on arrive déjà aux propositions de solutions. Mais oui, effectivement, la méditation et la concentration sur certaines zones, notamment les surrénales, ça va favoriser la récupération. La réflexologie plantaire aussi, Olivia. Par contre, là, justement, ce que je vais vous expliquer, c'est que l'idée n'est pas forcément, quand on a une fatigue chronique, de stimuler les glandes surrénales. Hein, on va voir ça tout de suite. Bien, merci.
Alors, je vais reprendre. Est-ce que c'est bon pour les autres? Moi, j'avais quand même une question, Oui. Nathalie. Parce qu'en fait, la fatigue chronique, c'est un glissement, en fait. Hein. On glisse, on s'en rend pas compte, je suppose. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même des repères pour pouvoir justement se dire, alors là, je suis en train de glisser, justement. Ou c'est parfaitement indolore, ou voilà. Quels sont les, entre guillemets, symptômes? On n'est pas sur les symptômes, je sais, en naturo, mais en tout cas sur les voilà, les petits voyants qui pourraient s'allumer et qui pourraient permettre de rééquilibrer les choses. Ça va être encore une fois personnel à chacun. Moi, j'aime bien observer comment quand on commence à être maladroit, quand on commence à avoir des accidents, choses comme ça. Là, c'est une petite alerte qui souvent est un peu bénigne. Après, sur ce plan-là, alors Christina, le PDF, non, ce sera le replay, hein, le replay où vous pourrez faire pause pour avoir les slides. Donc sur ce plan-là, il y a aussi les pertes de mémoire. Ça aussi, quand c'est une fois de temps en temps, ça va, mais quand on dit ah bah mince, c'est vrai en ce moment où je vais chercher, par exemple, je vais chercher un objet et puis en fait, je reviens avec autre chose, j'ai oublié ce que je voulais. Bon, ça de temps en temps, hein, mais quand ça devient trop fréquent, en fait, ces petites choses comme ça c'est des petites alertes. Après, alerte un peu plus préoccupante, c'est quand on commence vraiment à tomber malade un petit peu trop souvent. Voilà, on chope les rhumes, on chope un peu, voilà, tiens, j'ai eu un rhume et puis après j'ai eu une gastro, puis après j'ai encore eu ceci et cela. Voilà, bon, là, on voit vraiment que l'organisme, il a du mal. Parce que sinon, voilà, la manifestation la plus facile à observer, bah, c'est tout simplement la fatigue physique. Fatigue physique, et puis, mais en fait, on la ressent souvent avec nos modes de vie. Donc ça ne devient plus un indicateur parce que ça devient quelque chose de permanent. Hein, donc voilà, moi je m'attache à c'est d'abord les petites choses un peu d'inattention, on va dire, ou de maladresse, les petits accidents et ensuite, quand on commence à choper tout ce qui passe, là c'est que ça commence à être, assez dégradé. Alors on va donc reprendre, hop. Voilà. Alors, maintenant, le fameux remède miracle contre la fatigue. Et là, je vous garantis, ça marche à tous les coups. 100%. Ça marche dans 100% des cas. Et oui, évidemment, c'est le repos. Voilà, merci, au revoir. Ce webinaire est terminé. Bon, non, parce qu'on va décliner un peu le repos. Mais vous voyez bien, en fait, cette notion, si on reprend l'idée du téléphone portable, etc., il faut un temps où on n'utilise pas le téléphone pour qu'il puisse se recharger. Hein, bon, on peut l'utiliser en même temps, mais regardez un peu cette idée. Hein. Un temps pour recharger la batterie sans qu'il y ait de programme parasite qui soit en même temps en train de dépenser l'énergie. Et donc un temps de repos suffisant. Il n'y a pas que le temps de repos, il y a la façon de se reposer et on va dire il y a trois voies de repos, trois manières de prendre du repos qui sont intéressantes à mettre en œuvre, toutes les trois, ou en fonction de ce qu'on peut faire, un peu plus l'une, un peu plus l'autre. Donc ça va être le repos physique, le repos mental et le repos digestif. Alors, le repos physique. Bien sûr, le repos physique, on pense tout de suite au sommeil. C'est pas forcément évident parce que quand on est en fatigue chronique, le sommeil est perturbé. On l'a vu tout à l'heure. Alors pourquoi? Entre autres, pourquoi le sommeil est perturbé? Parce que quand on est dans cet état d'épuisement après une longue période de stress, qu'on a fortement sollicité les mécanismes du cortisol, on a un décalage finalement de la production du cortisol. Au lieu d'être produit en majorité le matin, hein,
entre 6h, 10h du matin, on ne va pas produire de cortisol le matin, ce qui fait qu'en fait, on va être très fatigué en début de journée. Par contre, le cortisol va être produit en fin de journée. Il y a une espèce d'inversion. Et en fait, c'est pour ça que c'est très difficile. On est fatigué toute la journée et en fin de journée, ah, ça y est, on se réveille et on va faire des choses où on va passer la nuit sur les écrans, on va avoir du mal à s'endormir parce que c'est un peu inversé. Donc, c'est pas facile de récupérer un bon sommeil quand on est dans cet état-là d'épuisement surrénalien. Bon, sinon, de manière globale, par rapport au sommeil, je détaille pas, c'est vrai qu'on peut en parler vraiment longtemps, mais l'idée, c'est quand même de se coucher à heure fixe, hein, le plus tôt possible et à heure fixe, de manger léger le soir pour pas avoir de perturbations digestives, de ne pas passer son temps, trop de temps devant les écrans en soirée. Normalement, on doit éteindre les écrans 2 heures avant le coucher, hein, pour que tout notre système ait la possibilité de produire notamment les hormones du sommeil qui sont perturbées avec la lumière, avec les écrans, avec la lumière des écrans. Donc bien sûr le soir, plutôt ralentir le rythme. Ça peut être parfois contre-indiqué de faire du sport intensif en fin de journée, puisqu'on va plutôt réveiller l'organisme alors qu'on aurait besoin de quelque chose de plus apaisant, hein. Et puis ce qui est aussi, ce qui peut aider aussi à un sommeil de qualité, c'est de se poser juste avant le coucher, par de la respiration, relaxation, méditation, ce genre de choses, hein. Donc c'est d'arriver, d'avoir aussi un rituel d'entrée dans le sommeil. Alors, c'est pas vraiment, le sommeil qui est notre sujet principal, aujourd'hui, mais c'est le repos. Il y a une petite différence. Bien sûr, le repos, c'est la nuit, mais ça peut être aussi à certains moments dans la journée. Et quand on est en fatigue chronique, il faut des moments de repos dans la journée aussi. Et l'important, c'est d'être en position allongée. Pourquoi en position allongée? En fait, c'est important d'être dans la position dans laquelle on va pouvoir relâcher le plus possible les muscles. Si on a une tension, c'est une dépense d'énergie. Tension égale dépense d'énergie. Donc, on doit être le plus possible allongé confortablement, hein, bien sûr, pour pouvoir relâcher un maximum tous les muscles. Et en ça, les pratiques de relaxation sont une bonne préparation au repos, puisque petit à petit, on va détendre tous les muscles du corps, et une fois que tout est détendu, voilà, la batterie se charge automatiquement. Alors bon, là, c'est dans le lit. Au bureau, voilà, on va être de temps en temps en position allongée. C'est pas forcément évident, hein, dans la journée. Il y a une technique qui est très intéressante, qui est issue du yoga. L'une des postures principales du yoga s'appelle Shavasana. Shavasana, ça veut dire la posture du cadavre. Ça veut dire que vous êtes tellement détendu que vous bougez rien du tout. Donc on est allongé sur le dos, on a les jambes légèrement écartées, confortablement, les bras écartés aussi, écartés du corps, confortablement, et les paumes de main vers le haut. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille quand on est fatigué. Ça peut être en journée, ça peut être avant le coucher, on peut le faire dans son lit, hein, mais on peut le faire aussi sur un tapis au sol. Et donc, on prend cette posture, et puis petit à petit, on va faire une espèce de scan corporel, si vous voulez, c'est-à-dire on va détendre les pieds, on va détendre les chevilles, les mollets, les genoux, les jambes, le ventre, le dos, les bras, la nuque, la tête, le visage. Bon, plus lentement que ça, hein, bien sûr. Et volontairement, on va détendre, 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 relâcher. Et puis quand on est relâché, on porte l'attention sur la respiration, sur le rythme respiratoire. Voilà. C'est une posture qui n'est pas évidente à tenir. Ce serait peut-être même l'une des plus difficiles du yoga. Pourtant, ça n'a rien d'acrobatique. Mais pour beaucoup, rester allongé sans bouger et se détendre, c'est pas évident.
Voilà, Shavasana. Alors bien sûr, si c'est pas confortable d'être allongé comme ça sur le dos parce que vous avez mal au dos ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours mettre quelque chose sous la nuque, quelque chose sous les genoux, quelque chose sous le bas du dos. Vous voyez, vous vous installez confortablement. L'idée, c'est d'être le plus détendu possible pour qu'il n'y ait pas d'énergie dépensée pour les tensions musculaires. Voilà. Donc, ça peut être aussi de la relaxation guidée, ça peut être... voilà. À partir du moment où on est relâché et allongé, là, la recharge en énergie va se faire. Hein, le repos se fait. Donc, si vous voulez faire une sieste, soit vous pouvez dormir, soit vous pouvez faire ça, Shavasana. Hein, et une sieste en journée, ça peut être recommandé. Une vingtaine de minutes. Hein, voilà. En général, on dit une vingtaine de minutes, après ça dépend des gens. Une vingtaine de minutes pour pas mettre en risque le sommeil de la nuit ensuite, hein, si on dort trop la journée. Quand on fait une sieste ou quand on fait ce genre de repos, c'est important d'avoir en même temps le deuxième repos, le repos mental. Et le repos mental va passer par le silence. Si vous essayez de vous détendre, de vous relaxer, de dormir, et que vous avez des stimulations visuelles ou auditives, bon, visuelles, on ferme les yeux, s'il y a des stimulations auditives, le cerveau, en fait, est toujours en marche. Et vous avez de l'énergie qui est dépensée pour analyser les bruits qu'on entend et décider, est-ce que c'est un danger, c'est pas un danger, qu'est-ce que je fais Donc il y a ce programme, en fait, qui tourne, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment en train de se reposer au niveau du mental. Le mental tourne toujours autour, il est toujours stimulé par des sollicitations extérieures. Donc le repos physique et le repos mental dans le silence. Donc si vous avez l'occasion, une fois, 2 fois par jour, de vous allonger en silence, vous allez voir que vous allez récupérer beaucoup mieux que si vous êtes à moitié affalé dans un fauteuil avec le bruit de la télévision ou de l'ordi ou de je sais pas quoi, même les bruits de la rue, tout ça, ça sollicite le cerveau en fait. En fait, dès qu'il y a une stimulation, le cerveau doit savoir comment réagir. Voilà. Et ça prend de l'énergie. Et c'est pas vraiment du repos. Alors, déconnecter le mental, bon, bah, c'est le silence, mais c'est aussi déconnecter d'autres sollicitations, comme par exemple les écrans, télé, ordinateur, et puis d'être toujours en train de faire marcher son cerveau, enfin son mental plutôt, d'être, on est sursollicité, on a des informations de partout. Quand on est chez soi avec la télé allumée, vous avez peut-être l'ordi dans un coin, vous avez le smartphone qui va avoir des bip bip à chaque fois qu'il va recevoir quelque chose, enfin, vous voyez un petit peu tout ça? C'est notre mode de vie normal, je dirais aujourd'hui. C'est un mode de vie qui consomme de l'énergie, mais plus vite que nos capacités de recharge, hein, finalement. On ne peut pas se reposer si le cerveau il est en ébullition. Hein. Donc, une partie de cette recharge, de ce repos mental, c'est aussi pourquoi pas de se donner des moments où on débranche, hein, la détox digitale. Voilà, on débranche les écrans et une journée, par exemple, ou 1 heure pour commencer, chacun à sa façon. Et puis on en profite soit pour se reposer allongé, ou alors on peut faire autre chose, on peut aller dans la nature, on peut aller se balader, hein. Mais vraiment essayer de diminuer ces sollicitations extérieures qui sont qui sont beaucoup trop nombreuses en fait, hein, et qui nous prennent beaucoup d'énergie. Voilà. Donc ça, c'est le repos mental dans le silence. Et le troisième repos, donc c'est le repos digestif.
Alors, je dirais peut-être aussi pour terminer sur le repos physique et mental, en fait, c'est que, l'énergie, vitale qu'on va accumuler dans nos batteries, elle est proportionnelle au temps de repos qu'on passe, hein. Plus on va se reposer, plus on va monter l'énergie. Mais bon, c'est déjà 5 minutes, c'est déjà 5 minutes. Si vous faites 20 minutes de Shavasana, en journée, bah, c'est bien, hein. Chacun en fonction de ses possibilités, puis il faut tester et voir ce qui se passe. Et ça, on en va en parler après aussi. Alors le repos digestif. En fait, là je vous renvoie au webinaire sur le jeûne intermittent qui était l'un des premiers, et qui est toujours disponible en replay. Là je vais expliquer très rapidement en fait que, la digestion ça prend beaucoup d'énergie. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec le système nerveux sympathique et parasympathique. Quand on veut avoir de l'énergie dans la digestion, et ben, en fait on en a beaucoup moins dans les muscles et le cerveau. Donc, si on mange des choses qui ne nous conviennent pas, si on mange, trop souvent, en fait, on est toujours en train de digérer. Finalement, quand on commence par un petit déjeuner, qu'on va avoir grignoté un petit peu, petite collation, quoi que ce soit dans la matinée, on va manger à midi, on va grignoter un petit peu au travail, on va prendre un petit goûter en rentrant à la maison et puis après on va manger le soir. Finalement, on peut arriver à être, plus de 15 heures, dans la journée en train de manger, en train de digérer et cetera. Sans parler du temps derrière d'élimination et de régénération. Du coup, ça mange énormément d'énergie, hein. Ça nous prend beaucoup d'énergie. Donc, plus on va garder du temps sans repas, mieux c'est. Et du temps consécutif, je dirais. Donc le repos digestif, ça peut être, par exemple, pour ceux qui peuvent, hein, après on fait vraiment comme on peut et on démarre avec ses possibilités. Ça peut être, par exemple, ne pas prendre de petit déjeuner ou bien reculer l'heure du petit déjeuner. Ça peut être, par exemple, avancer l'heure du repas du soir, hein. Ça peut être aussi éviter de grignoter tout le temps, toute la journée déjà, ça c'est déjà pas mal. Hein, mais le repos digestif, c'est important. Vous voyez, oui, bon, bah, on dit: «Bah, en matinée, je vais manger un truc sain, je vais manger une barre de céréales», alors, par exemple, une barre de céréales, c'est pas vraiment ça en matière de gestion énergétique. Déjà, on va mettre, genre entre 2 et 3 heures à la digérer, donc ça prend de l'énergie. Finalement, ça va certainement prendre beaucoup plus d'énergie à digérer que ça va en donner. Parce qu'en plus, on verra tout à l'heure, ça va jouer sur le métabolisme des glucides et derrière finalement ça va nous fatiguer. Je vais vous expliquer ça juste après. Donc si on peut éviter de grignoter entre les repas et puis, pourquoi pas, bah, prendre un temps autour de la nuit, hein, donc soit on avance le repas du soir, soit on recule le petit déj ou on n'en prend pas, hein, mais on a un temps où, comme notre énergie est pas, allouée à la digestion, elle peut être utilisée pour d'autres fonctions et pour la récupération aussi, hein, pour, se régénérer et gagner de l'énergie. Il y a certains aliments qui vont nous prendre plus d'énergie à digérer, qui vont nous apporter finalement, hein. Tout ce qui est, calories vides en fait, hein. Vous voyez la malbouffe, les sucres rapides, tout ça, c'est assez indigeste et finalement ça nous fatigue plus que ça nous régénère. Le problème, c'est que sur le moment, ça nous stimule, hein, donc on devient accro en fait à ça. Ça, je vous en parlerai aussi juste après. Alors ce qu'on peut faire aussi en fait, c'est alléger la composition d'un repas. Par exemple, peut-être on peut éviter de prendre un dessert. Par exemple, on peut éviter de mélanger trop de choses au cours du même repas pour simplifier la digestion et que ça nous prenne moins d'énergie, hein. Pour éviter le coup de barre de 14 heures, par exemple, le midi, on peut manger, bah, si on en mange soit de la viande, du poisson, des œufs, avec beaucoup de légumes et un tout petit peu de féculents ou pas du tout. Quand on mélange en grande quantité dans l'assiette, c'est les protéines animales et les féculents, ça prend beaucoup d'énergie à digérer.
et même ça digère pas très bien en fait. Bon après ça dépend des tempéraments des organismes, hein. Mais vous voyez l'idée c'est plus le repas va être composé d'aliments, de familles, différentes, plus c'est difficile, à digérer parce que en fait, l'homme est omnivore, on peut manger de tout, mais personne n'a jamais dit qu'on pouvait manger tout en même temps, hein. C'est plus compliqué, ça prend plus d'énergie. Donc quand on est fatigué, on essaie que nos repas soient nutritifs pour avoir ce dont on a besoin, mais qui nous prennent pas beaucoup d'énergie à digérer. Donc on fait attention au mélange. Et ça, c'est personnalisé aussi. Donc voilà, pour le repos digestif, donc le jeûne intermittent, c'est pas mal, mais quand on est très fatigué, c'est pas forcément facile à mettre en place tout de suite, donc il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. L'idée, c'est vraiment d'avoir des repas qui nous prennent pas beaucoup d'énergie. Alors si on n'est pas capable de faire, les 3 repos, ces 3 repos-là, ben, on peut déjà en faire 1 ou 2 et puis faire un autre rythme, hein. Par exemple, quelqu'un qui dit: «Non, moi c'est sûr, je peux pas me passer de petit déjeuner», ça c'est clair. Par contre, bah, je vais m'allonger, une quinzaine de minutes, en début d'après-midi en silence, hein. Et ça c'est la première chose que je vais faire, pour mettre en place le repos, hein, par exemple. Hein, après chacun s'organise, hein. Et puis, l'idée aussi c'est qu'on va essayer de choisir des activités qui vont qui vont pas trop tirer sur la batterie, hein. Quand on est très fatigué, c'est pas le moment d'aller courir, trop longtemps parce que là on va s'épuiser. OK, donc on adapte aussi son activité physique, on adapte ce qu'on fait et on essaye, petit à petit de mettre en place cette technique miracle, hein. Quand on le fait, ça marche, hein, vraiment, bah, qu'est le repos avec ces 3 formes de repos, donc repos physique, mental et digestif. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous commencez à mettre en place ce repos? Repos, voilà, vous vous allongez, vous faites en silence, vous mettez en place le repos, puis vous vous relâchez, vous sentez que vous avez moins de tension, hein, vous sentez que le stress diminue. Qu'est-ce qui peut se passer? Et ben, en fait, c'est là où vous allez vous sentir encore plus fatigué qu'avant. Alors pourquoi? Parce que, la fatigue était en quelque sorte masquée avant et le système nerveux était dans mode, «Je dois tenir, je dois tenir, je dois tenir, je dois tenir». Quand on commence à reposer, on se met dans ce mode récupération, donc on diminue fortement ces mécanismes qui nous disent: «Je dois tenir». Et donc là, l'énergie, on touche un peu du doigt notre niveau réel d'énergie, hein. C'est, on a l'habitude, hein, quand on accompagne les gens en cure de naturopathie, en jeûne, en détox, en revitalisation. Au début, tout va bien, et au bout d'un jour ou 2, les gens disent: «Bah, je suis plus fatigué que d'habitude, c'est pas normal alors que je suis là, je me repose». Bah oui, parce qu'en fait notre suractivité, et tous les excitants qu'on prend, que ce soit café ou autre, toutes les stimulations qu'on a, à l'extérieur, ça masque notre état réel de fatigue. Quand on enlève tout ça, on on ressent l'état réel de notre batterie et souvent c'est pire qu'on ne pensait. Donc c'est bien, la question de Lydia tout à l'heure, à quoi repérer, les signes de fatigue pour éviter de descendre trop bas en fait, hein. Voilà. Vous savez, c'est toujours quand on relâche la pression que les choses se produisent, soit des accidents ou des maladies. Certaines personnes vont être malades que le week-end ou pendant les vacances. Par contre, la semaine ou quand on est au boulot, jamais rien. Vous voyez? Mmh. Ça, c'est cet effet-là, en fait, hein. Dès qu'on relâche pour pouvoir récupérer, bah, c'est là où, on se rend compte de l'état réel, en fait, hein, au niveau de la fatigue. Alors, question? Est-ce que vous avez des questions, des choses à dire? Oui, Catherine. Il fallait que je trouve pour le micro. Oui. Pas vraiment une question, mais en effet, plutôt peut-être un partage de ce que tu viens de dire.
où je suis partie j'ai été en congé la première semaine de janvier, j'avais rien pu prendre entre Noël et Nouvel An. Donc je suis partie, comme tu le dis, hein, sans ordi, sans rien, balade au bord de la plage en Bretagne, repos total. Et quand je suis revenue au bout d'une semaine, en effet, le lundi, mais j'avais l'impression d'être une merde. J'étais crevée de chez crevée. Et en fait, oui, je pense que c'est vraiment ce que tu expliques. C'était tout ce qui était masqué sans doute avant, qui me faisait tenir. Bon, après, voilà, j'ai repris et puis j'ai adapté aussi beaucoup de choses depuis que j'ai fait mes week-ends avec toi, mes cures en Inde et compagnie. J'ai changé beaucoup de choses. Et voilà, et c'est vrai que c'est ça, c'est la difficulté, c'est de savoir à quel moment on est vraiment, pour pas basculer, en effet, dans ce que tu appelles le burn-out ou autre, ou en tout cas une fatigue qui s'installerait trop longtemps. C'est pas facile, en fait, voilà. Même si on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Ah non, c'est pas facile. Le mécanisme, il est simple à comprendre, hein, tu vides ta batterie, il faut la recharger. C'est ça, La seule manière de recharger, c'est le repos. Il y a rien d'autre, hein, on peut rien faire d'autre. Quand on arrive en burn-out, hein, tu sais, on connaît tout le monde a des collègues de travail ou quoi que ce soit. Le seul moyen, c'est arrêt de travail et médicaments, en fait, hein. Ce qui est dommage. Bah oui. Il y a d'autres moyens. Et si la personne revient au travail avant d'avoir complètement rechargé, c'est-à-dire dans les mêmes circonstances qui ont créé, en fait, en fait, ça marche pas. Ça rechute après. Et donc, quand on se rend compte, c'est bien de petit à petit, en fait, essayer de vider la batterie moins vite. Et juste un autre témoignage, c'est vrai que tu parlais du repos digestif. Et en effet, depuis que moi j'ai changé radicalement quand même, hein, je pense, mon alimentation, et que j'ai adapté des choses, suite aussi au webinaire sur le jeûne intermittent auquel j'ai participé, je pensais ne pas être capable de ne pas déjeuner, par exemple, le matin. Et depuis que je fais ça, en effet, ces jours-là, je suis beaucoup moins fatiguée que les autres jours. C'est vraiment, c'est flagrant. Voilà, c'est ça que je voulais exprimer, c'est vraiment flagrant. Et ça fait vraiment du bien. Ouais. C'est ça. En fait, la nourriture, c'est un excitant. Et ça masque notre état de fatigue. Ça, quand on est en jeûne, on est aussi assez fatigué parce que on n'a pas ce stimulant extérieur artificiel finalement. Alors. Oui, moi, si je peux Olivia. compléter, comme Catherine, après un week-end avec toi, des stages, j'avais arrêté les petits déjeuners et je faisais des jus de fruits, pommes, carottes, gingembre, curcuma. Et ça allait beaucoup mieux, j'avais pas du tout faim. Tous les matins, j'allais travailler. Hein, et j'ai fait ça pendant 8 mois, je pense, quelque chose comme ça. Régulièrement, c'était un petit rituel. Ça prend un peu plus de temps que pain, beurre et du thé. Mais en tout cas, je ne me sentais pas du tout en baisse d'énergie. Et alors, juste avec un jus, un grand jus, un grand verre. Donc, c'était pour ceux qui, effectivement, se disent que le petit déjeuner est essentiel, ça peut ne pas l'être autant. En tout cas, en termes d'aliments consistants. Oui, c'est vrai. Ça dépend des tempéraments. Hein. Oui. Mais en général, c'est surtout une espèce de peur, hein, peur de manquer ou tout ça qui nous freine. Et le fait aussi que quand on se met à faire un peu de jeûne intermittent, le corps va aussi se mettre à détoxifier. Et puis ça peut faire parfois aussi des symptômes. Hein. Pas forcément agréables, mais en général, on apprécie plutôt l'expérience. Ouais. On va parler d'alimentation juste après. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou un témoignage? Bon, alors on avance, puisqu'il est déjà 5h30. Bon sang. Ah, quand je parle, je parle. Hein. Alors, pas comme d'habitude. Hein. Tac, voilà. Alors, alimentation. Donc, l'idée par rapport à l'alimentation, c'est de bien gérer l'apport d'énergie, de bien équilibrer en fait cette balance. Quand je mange quelque chose, ça me prend de l'énergie à digérer.
Et du coup, l'idée, c'est que ça m'en apporte plus que ce que ça me prend. Déjà, ça c'est juste en termes énergétiques. Et ensuite, quitte à dépenser de l'énergie à digérer, que ce soit pour avoir des nutriments, ce qui est essentiel pour moi, c'est-à-dire des minéraux, des vitamines, des oligo-éléments, des enzymes, etc. Il n'y a pas que l'énergie en tant que calories, hein, mais il y a aussi, quand je dépense de l'énergie pour digérer, il faut que ce soit pour m'apporter quelque chose qui est essentiel pour mon corps, pour le fonctionnement. Alors, on va commencer par les faux amis. Mince, il y a une animation. Hop. Donc, ouais, il doit être tout cela. Les faux amis, c'est tout ce vers quoi on va se précipiter naturellement quand on est fatigué ou stressé, et tout ce qu'on normalement on devrait éviter, bien évidemment. Donc tout ça sont des excitants. Le café, l'alcool, le tabac, qui font en fait qu'on va rester sur le système nerveux sympathique, orthosympathique, celui qui est le système nerveux de la dépense énergétique. Mais souvent on dit, bah oui, moi je peux pas démarrer sans mon café. Bah, si tu peux pas démarrer sans ton café, bah, c'est que tu peux pas démarrer. Hein. Et de dire, bah ok, mais je vais forcer. Je sais, si je prends pas de café, je suis épuisée, je peux pas me lever, donc je prends un café et ça me booste, ok, pendant un temps. 1 heure ou 2 après, je dois reprendre un excitant parce que je sens que ça baisse. 1 heure ou 2 après, je recommence. En fait, c'est un soutien artificiel qui va masquer l'état réel de fatigue et qui continue en fait finalement à faire baisser l'énergie. Hein. On est déjà fatigué, on a déjà une énergie basse, et qu'est-ce qu'on dit? Oui, bah si, mais je veux quand même continuer. Donc, j'ai l'impression que j'en ai pas la force, donc je prends un excitant pour me remettre bien dans le système nerveux orthosympathique et je continue à vider ma batterie bien sûrement. C'est pareil pour les coca, les machins, tout ça, l'alcool, les cigarettes. Toute la nourriture en général, elle a cet effet un peu excitante, et les sucres aussi, les sucres qui sont les faux amis. Donc je vais expliquer juste maintenant pourquoi les sucres seraient, enfin en partie des faux amis. C'est la notion d'index glycémique. Alors les glucides, ça fait partie des aliments qui vont nous apporter de l'énergie. Hein. On va on va avoir un taux de glucose qui va circuler dans le sang, ensuite on a une petite réserve dans le foie, et ensuite, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va être transformé en acide gras, stocké dans les tissus adipeux, pour être déstocké et utilisé quand on en a besoin, quand on a besoin d'énergie. Bon. Le problème, c'est que quand on mange un repas qui a une forte proportion de glucides, c'est-à-dire les féculents, hein, le pain, les pâtes, le riz, mais ça va être aussi toute la malbouffe, hein, voilà, les hamburgers, les machins, les pizzas, tout ça, ce sont des féculents qui vont avoir ce qu'on appelle un index glycémique élevé. L'index glycémie, quelque part, c'est la vitesse avec laquelle le taux de sucre va augmenter dans le sang quand on mange les glucides. Donc là, il y a 3 courbes, donc élevé, moyen et faible. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ma souris? Voilà. Quand on mange des frites, quand on mange une grosse plâtrée de pâtes blanches, quand on mange des gâteaux, etc., ben, on a le taux de sucre dans le sang qui va grimper, hein, qui va grimper de manière très rapide. Et puis, donc ça va enclencher un mécanisme dans le corps pour diminuer le taux de sucre dans le sang, parce qu'on ne peut pas le laisser grimper, donc sécrétion d'insuline, etc. Et petit à petit, le taux va baisser, mais comme on est monté très haut, on a enclenché des mécanismes de réaction, en fait, hein, finalement, on va stocker trop de sucre et il ne nous en reste plus assez. Au bout d'un moment, on passe sous la barre du taux normal, en fait, de sucre dans le sang. Ce qui fait qu'ici, on va être dans ce qu'on appelle une hypoglycémie relative ou une hypoglycémie relationnelle. Ça ne veut pas dire que globalement vous manquez de sucre, ça veut dire que là,
en fait, du fait d'avoir eu une hyperglycémie, en réaction, on a une hypoglycémie. Donc, fatigue, faim, compulsion, et on remange quoi? Bah, des cochonneries sucrées, bien évidemment, et on repart pour encore une nouvelle vague, et ça, c'est épuisant. Et c'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure, Catherine et Olivia. Quand on prend, par exemple, un petit déjeuner pain, beurre, confiture ou des cornflakes qui ont un index glycémique de folie, OK, sur le moment, oh, on est un peu, on est reboosté, mais 2 heures après, hop, le coup de barre. Pourquoi est-ce qu'on a envie de grignoter à 10h, 10h30 alors qu'on a pris un petit déj? Normalement, hein, quand on mange, il faut s'assurer que le taux de sucre, que le sucre dans le sang, que le sucre va se diffuser dans le sang de manière lente et pas de manière rapide. Donc, si on veut éviter les coups de fatigue liés à cette hypoglycémie relationnelle, quand on choisit des glucides, on va choisir plutôt moyen ou faible. Et si on a un petit peu de glucides élevés ou un peu de glucides moyens, on va s'arranger pour avoir d'autres aliments qui, globalement, dans le repas, vont faire baisser le taux de sucre globalement. Alors, index glycémique faible, ça va être les légumes, hein, la plupart des légumes, les fruits, et puis aussi les lentilles, les pois chiches, ça, c'est un index glycémique relativement faible. Index glycémique moyen, on va aller sur tout ce qui est à base de céréales complètes, hein, pain complet, riz complet, les pâtes complètes, voilà. Bon, après, j'ai fait une grande catégorie, hein, on peut être un peu plus subtil que ça. Et donc là, vous voyez, si vous avez un peu de, je sais pas, de riz complet avec beaucoup de légumes, bah, en fait, au niveau de la diffusion du sucre dans le sang, ça va pas provoquer d'hypoglycémie réactionnelle. Par contre, si vous avez du riz blanc ou des pâtes blanches, du pain blanc, des pommes de terre, surtout frites au four, etc., et très peu de légumes, en fait, vous allez être sur cette courbe-là de index glycémique élevé et ensuite une hypoglycémie relationnelle. Donc, dans les index glycémiques élevés, vous avez tout ce qui est les produits céréaliers raffinés, donc blancs, et puis bien sûr toute la malbouffe, etc., les pizzas et tout ça. Hein. Donc, l'idée, c'est bien, OK, l'alimentation, ça nous apporte de l'énergie. Il faut déjà qu'on puisse ne pas dépenser trop d'énergie à digérer et que ce ne soit pas quelque chose qui nous génère cette espèce de montagne russe glycémique, parce que ça, c'est épuisant. Et c'est ce qu'on fait toujours quand on est stressé, parce qu'évidemment, on ne va pas se jeter sur une botte de persil quand on est stressé, mais plutôt sur des bonbons, des chips ou autre chose. Donc ça contribue aussi à renforcer encore la fatigue. Donc, si on veut, au contraire, reprendre de l'énergie, hein, on va plutôt aller sur des aliments index glycémique faible ou moyen. Donc ça, c'est pour les glucides. Ensuite, pour soutenir notre système nerveux, hein, dans cette phase de récupération, on va chercher des minéraux, donc notamment le magnésium. Donc on a dans les légumes à feuilles vert foncé, dans les amandes, les céréales complètes, les bananes et un petit peu de chocolat noir l'après-midi, avec modération. Dans les principales sources de magnésium. Donc au niveau des céréales, le sarrasin, quinoa, ça contient pas mal de magnésium. L'amande et puis tous les légumes vert foncé, feuilles vert foncé. Après, toutes les vitamines, bon surtout du groupe B, mais n'importe, toutes les vitamines. Ça, bien sûr, on en a besoin. Et tout ce qui est les bonnes graisses. Hein. Il y a deux types de bonnes graisses. Souvent, on va parler des acides gras oméga 3, qui sont anti-stress, vont nourrir le système nerveux, anti-inflammatoires aussi. Donc ça, on va les trouver dans les huiles végétales de lin, de chanvre, de cameline, de colza aussi évidemment. On va les trouver dans les noix et dans les petits poissons gras, les sardines, les anchois, les harengs, bon, dans le saumon et le thon aussi. Hein. Donc ça, c'est des choses à mettre dans l'alimentation. Et puis, quand on est en fatigue chronique, on a besoin aussi de graisses saturées.
de graisses saturées qui vont permettre voilà, tous ces mécanismes en fait, de production d'hormones et autres et de soutien de l'organisme. De graisses saturées, bien sûr, c'est pas les frites, les charcuteries et tout ça. On a des graisses saturées végétales comme l'huile d'olive, comme l'huile de coco. Et on a des graisses saturées animales comme le ghee. Le ghee, c'est le beurre clarifié. Hein, ghee, c'est la façon indienne de dire ça. Le beurre clarifié, c'est du beurre dont on a enlevé le lactose et la caséine. Et donc, il ne reste que les acides gras. Hein, et l'avantage de ce beurre clarifié, c'est qu'en fait, on peut l'utiliser pour la cuisson. Ça peut monter jusqu'à 250 degrés. Hein, donc, c'est excellent pour la santé, c'est très bon aussi pour la flore intestinale. C'est vraiment une bonne solution au niveau des graisses saturées. Et puis, alors, dans la littérature, on trouve aussi certaines graisses animales qui peuvent être recommandées, toujours avec modération et avec beaucoup de légumes bien sûr, mais on a certains types de régimes qui sont riches en certaines graisses animales et qui vont contribuer finalement quand même à un bon état énergétique. Par exemple, la graisse de canard. Vous savez, l'exception du Sud-Ouest, il n'y a pas que le régime méditerranéen, on parle aussi des fois de l'exception du Sud-Ouest, ou aussi des gens qui habitent très au nord, les Esquimaux, qui mangent que de la viande et qui sont en pleine forme. En fait, c'est pas de la viande rouge qu'ils mangent, hein, ça va être beaucoup de graisses saturées. Voilà, et ça, c'est indispensable pour l'organisme aussi. Bon, voilà. On peut aussi se limiter à l'huile d'olive, l'huile de coco et le ghee, hein, mais si ça vous tente de temps en temps, voilà, la graisse de canard, ça peut aussi, ou certaines graisses animales, faut pas hésiter à faire aussi, par exemple, du bouillon, hein, si vous faites ça, du bouillon de volaille ou bouillon avec des os, avec la peau, tout ça pour bien extraire toutes ces graisses saturées. Ça extrait les protéines aussi, le collagène. Et c'est intéressant en cas de fatigue chronique. Voilà. Alors je ne l'ai pas marqué là parce que c'est pas forcément sur la nourriture du système nerveux, mais la fatigue, elle peut être aussi parfois en lien avec un déséquilibre au niveau des protéines. Donc souvent on dit oui, mais je mange pas de viande, et par contre on va manquer d'apport en protéines qui peuvent être végétales, qui peuvent être animales, mais tous les jours il en faut en fait. Hein, sinon ça nous permet pas de récupérer correctement. Donc voilà, pour nourrir le système nerveux. Et maintenant, une autre notion autour de l'énergie vitale, où là on est sur des notions un petit peu plus, peut-être encore un petit peu plus subtiles au niveau des aliments vitalisants. C'est quoi les aliments vitalisants? Finalement, c'est les aliments qui vont nous apporter plus d'énergie qu'on en a besoin pour digérer. Donc, on va avoir tous les fruits et les légumes, surtout crus. Là, c'est de grandes sources d'énergie si notre intestin est capable de les digérer, bien sûr. Donc ça, c'est toujours à moduler. Mais les fruits et légumes crus, c'est vraiment bonne source d'énergie avec un rapport dépense-gain qui est très très bon. Voilà. Et si on n'arrive pas à manger vraiment suffisamment de légumes à cause d'un intestin qui peut être irrité, il faut bien penser au jus de légumes, hein, jus de légumes à l'extracteur, ou comme on n'a pas les fibres, en fait c'est très digeste, c'est très bien toléré, et on fait vraiment le plein de nutriments, le plein de vitamines, de minéraux. Ça, c'est important de bien mettre dans son alimentation des aliments qui vont nous apporter les nutriments dont on a besoin, pas les calories vides. Hein. Alors, qu'est-ce qui est intéressant aussi? Tout ce qui est les oléagineux, amandes, etc., surtout trempés pour que ça reprenne un peu vie et que ce soit plus digeste. Et les champions de l'apport d'énergie et de vie, les championnes, ce sont les graines germées. Les graines germées, c'est des bombes énergétiques, et ça se digère tout seul. Donc ça, il faut vraiment inclure ça dans l'alimentation. Ensuite, au milieu, le truc un peu vert, là, ce sont les algues. Les algues, c'est assez digeste, c'est très riche en protéines, c'est très riche aussi en plein de minéraux, très intéressant, ça recharge bien.
Et en bas sont des bocaux de légumes lacto-fermentés. Ça aussi, c'est assez digeste. Ça va nous amener beaucoup de vitamines parce que la lactofermentation provoque en fait une transformation chimique au niveau des légumes qui augmente les taux en vitamines, notamment par exemple la vitamine C. Et puis en plus, on a beaucoup de micro-organismes qui vont entretenir notre microbiote, donc les légumes lacto-fermentés, c'est très intéressant aussi. Voilà. Là, on a vraiment les aliments vitalisants dont on sait que ils vont nous apporter plus d'énergie que ce dont on va avoir besoin pour les digérer. Voilà. Après, il y a des aliments qui demandent beaucoup d'énergie, qui nous apportent rien et en plus qui nous intoxiquent. Donc ça, en cas de fatigue chronique, on évite hein, toute la malbouffe en fait. Hein. Voilà. Donc ça, c'était le petit point alimentation. Et puis, il y a des pistes complémentaires aussi qu'on intègre dans des cures de revitalisation en naturopathie. On a le repos, bien sûr, mais on a aussi le contact avec la nature. Ça permet d'augmenter notre énergie. Hein. On s'éloigne des ordinateurs, on s'éloigne de l'électronique et on retrouve la forêt, la mer, la montagne. Là, on va gagner beaucoup en énergie. Hein. Essayez de faire ça le plus souvent possible. L'alimentation, on en a parlé. L'eau, c'est très important. La mer, les cascades, les ruisseaux. Vous savez, quand on est près d'une cascade, on a des ions négatifs. Ça aussi, c'est un équilibre énergétique qui est important. À la mer aussi, c'est pareil. Hein. Ensuite, avec quoi? Qu'est-ce qui peut nous recharger aussi? La respiration, hein, des techniques respiratoires. Qu'est-ce qui va nous recharger? Un exercice physique adapté, qui est doux. Hein, faire fonctionner nos muscles à un rythme qui nous convient, ça va aussi nous recharger. Et puis, qu'est-ce qui recharge aussi? Le fait d'être bien ensemble, de passer des moments conviviaux avec des gens qu'on aime, de bien rigoler, le contact humain, la chaleur humaine, ça c'est quelque chose qui recharge beaucoup. Se faire un massage, voyez, le toucher. Hein, on n'est pas l'humain n'est pas un animal qui est fait pour vivre tout seul, isolé derrière un écran. Pour ça qu'on est beaucoup fatigué en ce moment aussi. Voilà. Donc ça, c'est la cure de revitalisation et donc c'est bientôt, dans quelques mois, cure de revitalisation dans le Pas-de-Calais. Bon, jusqu'à présent, je faisais en montagne, mais cette année, on fera dans notre région. Alors, autre piste. On a dit une des voies d'arriver dans la fatigue chronique, c'est le stress, l'empilement des stress différents, la difficulté à gérer tout ce qui nous arrive dans la vie. Ça peut être au travail, ça peut être en famille, hein, l'épuisement parental, hein, ça existe aussi, hein, bien sûr. Hein. Et puis voilà, toute notre vie moderne. Il y a plein de techniques pour apprendre à gérer les émotions, pour apprendre à réagir différemment par rapport à des événements stressants. Chacun va choisir ce qui lui parle le plus, ce qui a le plus d'effet. Ça va être le yoga, ça va être la méditation, ça va être l'hypnose, ça va être le massage, ça va être des groupes de parole, ça va être l'EFT, ça va être... voilà, il y a tellement plein de choses, il y a tellement plein de belles personnes qui peuvent vous accompagner à faire ça, parce que le stress vide les batteries, hein, donc c'est important aussi de travailler sur ces techniques-là et aussi d'arriver un peu à calmer le mental, hein, parce que les ruminations incessantes, l'hyperactivité du cerveau, tout ça, ça prend beaucoup d'énergie. Hein, donc d'essayer de méditer, de respirer, hein, arrêter de ruminer, de cogiter, mais plutôt aller vers l'apaisement du mental. Hein, donc ça, le yoga fait ça très bien. Après, chacun prend la technique qui lui convient.
L'activité physique, ça va aussi vider la tête, mais il faut vraiment faire attention de ne pas trop se dépenser, hein. Donc on peut avoir une activité physique qui est un peu plus sollicitante, mais aussi tout de suite derrière une période de repos, hein. Il faut bien gérer ça au niveau de l'activité physique. S'il y a une dépense derrière, il y a un moment de récupération. Hein, les grands sportifs, ils n'enchaînent pas les marathons, les matchs, tout ça. Il y a toujours des périodes de repos et de récupération entre deux, hein, sinon on ne tiendrait pas. Pour nous, c'est pareil en fait. Alors voilà, bon, on arrive au bout de ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que ça vous donne des pistes au moins de réflexion. Et puis on va pour terminer quand même quelques petites recettes, hein. Après tout, parfois, quand on est vraiment épuisé et quand c'est vraiment difficile de changer les conditions de vie, c'est-à-dire qu'on va peut-être pas pouvoir changer de travail tout de suite, par exemple, on va peut-être pas pouvoir déménager tout de suite, par exemple, et puis parfois on est vraiment, vraiment bas en énergie, donc ça peut aider d'avoir recours à des choses naturelles. Donc là, je vous ai mis quelques idées. Les plantes adaptogènes, on en parlait tout à l'heure, c'est celles qui améliorent nos capacités de récupération, en fait. Il faut surtout, surtout éviter, quand on est fatigué, de prendre des stimulants, hein. D'ailleurs, guarana, j'ai mis guarana, mais ça dépend des gens, hein. Ça peut être excitant pour certaines personnes, la guarana, donc prenez plutôt, si vous voulez, le ginseng, l'éleutérocoque, la rhodiola. Rhodiola, c'est sympa parce que ça agit aussi sur l'épuisement un peu psychique, sur l'équilibre nerveux, hein. Alors en image, c'est le Boost Optime de chez Herbolistic qui mélange un petit peu quelques plantes comme ça. Ensuite, le magnésium. On a vu tout à l'heure dans les aliments, mais on peut en prendre aussi une forme qui va être bien acceptée par les intestins, parce que parfois le magnésium marin, ça peut être un peu irritant pour les intestins. Donc prenez le glycérophosphate ou bien le bisglycinate de magnésium. Les oméga 3, hein, on les trouve dans les huiles et les poissons, mais aussi en capsule, en complément. Et puis, au niveau des huiles essentielles, on va éviter les huiles essentielles qui vont booster, énerver, c'est pas du tout ce qu'on recherche, hein, parce que si on se booste, en fait, on dépense de l'énergie. Par contre, elles peuvent être utiles pour nous aider à se détendre, hein, avant une période de repos, hein. Donc là, je vous ai mis quelques huiles essentielles qui peuvent aider à se détendre. Les fleurs de bac, par exemple, white chestnut, ça c'est celle qui aide à apaiser le mental. En fait, il y en a plein, ça dépend vraiment de l'état émotionnel. C'est partie aussi des techniques qui aident à gérer les émotions. Donc la mélatonine, ça c'est plutôt pour le sommeil. Et puis nos bonnes vieilles tisanes, hein, digestives ou tisanes sommeil. Voilà, c'est donc des choses qui peuvent aider. Si on ne fait que ça et qu'on ne se repose pas, ça ne marche pas, hein. Ça, ça enrichit les labos, mais ça ne marche pas. Le seul remède, le remède miracle, celui qui marche systématiquement si on le met en place, c'est le repos, hein. Ça, voilà. Et surtout, surtout, on évite de prendre des choses qui boostent, parce que ça veut dire que on allait déjà droit dans le mur, mais en fait, on accélère, quoi, hein. Et on vide la batterie encore plus vite. Voilà. Alors, finalement, après tout ça, quelles sont les pistes de réflexion, ce que vous allez pouvoir mettre en place? En fait, moi, je vous propose de vous poser 2 questions par rapport à tout ce que je vous ai dit là. En général, là, dans ma vie, à quoi est-ce que je consacre mon énergie? Où est-ce qu'elle part, mon énergie, hein? À quoi pourquoi j'utilise? Et puis, à quel moment est-ce que je recharge mes batteries? Et avec ces 2 questions-là, vous avez les pistes pour petit à petit mettre en place des techniques pour recharger la batterie. Non pas pour booster, mais pour recharger la batterie, qui est le seul moyen de venir à bout de la fatigue chronique. Alors, on va
arrêter les images et on va passer à quelques petites questions. Alors, normalement, il nous reste 6 minutes. Bon, moi, je peux être dispo un petit peu plus tard si vous voulez, mais on va prendre les questions. Questions, remarques, partage d'expérience. Nathalie, une petite question. Quand tu parlais tout à l'heure de graines germées, est-ce que les lentilles germées, on peut considérer que c'est la même chose? Alors, oui, on peut, mais les lentilles germées, quand elles sont crues, c'est là où elles ont le plus de vitalité. Mais par Ah oui, contre, pour certaines personnes, par rapport à l'intestin, en trop grande quantité, ça va pas passer. Donc, il vaut mieux des graines un peu plus petites, en fait, en plus grande quantité. Les lentilles, un petit peu, et tu les cuis à la vapeur, en fait. Donc, du coup, c'est intéressant pour l'apport en protéines, des protéines végétales digestes, mais on a perdu un peu le côté vitalisant quand même, parce qu'elles sont cuites. Voilà. Et de faire un petit mélange, en fait. Ouais, Mais oui, tu peux prendre une poignée de lentilles germées crues, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais du coup, en quantité pour les protéines, c'est pas suffisant. Donc le reste, il faut les cuire. Alors les autres, vous êtes fatigués? Assommés ou bien? Assommés. Oui, Laurence? Oui, moi je voulais vous remercier, c'était vraiment très très intéressant. Et en fait, je suis en train de sortir d'un burn-out personnellement et j'ai beaucoup de mal à récupérer l'énergie. Mais du coup, ce que vous avez expliqué sur le repos, c'était vraiment éclairant, notamment le repos allongé. Parce que je pense que je passais beaucoup de temps allongée sur mon lit, mais j'ai compris que c'était pas forcément du repos. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour ces webinaires. Ouais. Avec grand plaisir. Alors, Christine, BG, oui, c'est Bourgeon. C'est pas beau gosse, ouais, c'est Bourgeon. Désolée. Oui, le bourgeon de cassis, ça va être aussi adaptogène. J'avais une petite main, c'est marqué iPhone Caro. Caro, Carole ou Caroline? Oui, non, c'était juste un petit bravo. Ah d'accord. Ok. Merci. Ah maintenant, ça va être bravo à vous, il faut appliquer maintenant. Quelqu'un d'autre? Oui, moi Oui, Olivia? j'ai une question. Je voulais savoir, est-ce que le manque de fer peut être lié à la fatigue? L'inverse, en fait. La fatigue peut être liée au manque de fer aussi. Ouais. D'accord. Les causes de manque de fer ne sont pas à chercher dans le stress ou des choses comme ça, c'est autre chose. Pardon? Ça coupe un peu. Oui, les causes de manque de fer peuvent être, on peut les trouver dans le stress, dans quel, Oui, stress, perturbation digestive, perturbation du métabolisme. Oui, il y a plein de choses. Hein. Ouais, après, faut regarder pour chaque personne. Ouais. Hein, le fer, le manque de vitamine D, tout ça, ça crée la fatigue. Hein. Merci. Bon, c'est bon pour tout le monde? Écoutez, Oui, je vois pas. c'est Francis, Oui. j'arrive pas à faire apparaître la main là, je ne sais pas comment on fait. Non, mais c'est pas grave, on vous écoute. Donc pour ça, j'ai ouvert le micro, je me suis permis d'ouvrir le micro. Une petite question dans les compléments. Vous avez parlé de mélatonine, mais c'est sous quelle forme? Ça peut être gouttes, ça peut être ouais, en général sur des gouttes, mélatonine. Ouais, c'est un complément alimentaire. Hein. Oui, non, mais parce que moi j'avais déjà essayé, alors je ne sais plus quel nom, comment ça s'appelait, bon, je n'ai pas trouvé ça très efficace. Oui, il y a des dosages différents. Hein. Pour les compléments, ça dépend des marques. Des dosages qui vont être plus élevés que d'autres. Après, il y a le moment où on le prend. Moi, je le prenais un comprimé pendant le repas du soir et un comprimé avant d'aller coucher. C'est ce qui était préconisé. Oui, c'est ça en général. Ouais. Ok.
Donc, il n'y a pas une forme particulière comme le magnésium, on dit qu'il faut prendre un sel de magnésium, etc. Non? Non, 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 non. Le magnésium, c'est parce qu'il peut être irritant pour l'intestin. D'accord. Très bien, merci. Alors, Laurence, à propos du fromage, faut-il l'éviter? Comme les produits laitiers, hein, le fromage, oui, ça fait pas partie des aliments sur lesquels on base la nutrition. Ça fait partie des aliments plaisir, en fait, hein. Donc, c'est entre 0 et 1 par jour, produits laitiers, hein. Ça, c'est ce qu'on recommande en naturopathie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est assez acidifiant, hein, tous les produits laitiers, le fromage. Quand on mange moins de viande, on a tendance à manger plus de fromage, mais c'est pas forcément une bonne idée. Malgré tout, il y a quelques fromages comme par exemple, le parmesan ou certains fromages, comme la brousse, ce genre de choses, qui vont, aider à la production de sérotonine. Mais c'est toujours avec parcimonie parce que sinon le bénéfice en fait, il est vite effacé à cause de l'effet. Hein, ce sont ça fait partie des aliments qui vont aider à la synthèse du tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine. Mais bon, voilà, c'est avec parcimonie quand même. Non, je vois pas toutes les questions du chat. Fromage. Oui, magnésium appliqué, oui. Ouais, ouais. Ok. Bah, écoutez, je pense qu'il me reste à vous remercier d'avoir été encore nombreux aujourd'hui. J'ai conscience que ce que je dis, c'est quand même souvent assez général. Il faut l'appliquer à chaque personne, hein. Il faut que vous puissiez observer ce qui se passe pour vous, vous poser les bonnes questions. Si besoin, vous pouvez discuter avec un naturopathe lors d'une consultation. Il y a Lydia qui est là. Peut-être d'autres que je connais moins. Donc, c'est important de sortir de la fatigue chronique, pas laisser s'installer parce que ça peut avoir des conséquences assez désagréables après. Donc tout ça, c'est à personnaliser. Mais vraiment, la chose qui marche pour tout le monde et à tous les coups, c'est que quand on n'a pas d'énergie et qu'on continue à la dépenser, c'est la spirale infernale. Par contre, quand on commence à se reposer, reposer vraiment, c'est vraiment la seule solution, hein, à la fatigue chronique. Et on va se débrouiller avec ça, avec nos modes de vie. Donc on va tous aller ne rien faire à la campagne, hein, au soleil ou à la mer, voilà. Et là, c'est bon, quoi, hein. Ou à la montagne. Donc, je vous laisse à vos bons projets de déménagement et de repos, hein. Et donc, pour l'instant, j'ai pas prévu de webinaire suivant. On verra, donc vous surveillez la newsletter et le Facebook, et puis vous serez au courant. Merci beaucoup, ça m'a fait encore bien plaisir que vous soyez aussi nombreux. Et puis à très bientôt, j'espère. Et reposez-vous bien. Merci Nathalie, à bientôt. Namasté. Bon, je vais couper, hein, ça va être un peu brusque, hein. Bon, allez, Bye. à bientôt. Ouais.